Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast pour toutes les mères qui aspirent à un chemin professionnel différent, sortant des cases de la société. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Aude, la fondatrice de Maman Naturelle, qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat suite à un problème de dermatite atopique sévère qu'elle avait détecté sur sa fille aînée à sa naissance. Il y a maintenant 17 ans. C'est parce que Aude voulait trouver une solution pour sa petite fille qui souffrait avec des couches jetables qu'elle a changé de voie, qu'elle a décidé de créer une solution qui n'existait pas sur le marché à l'époque pour répondre aux problèmes de nos nourrissons avec des produits sains, durables et de bonne qualité. Son chemin dans l'entrepreneuriat n'était pas inné. Elle a été confrontée à de nombreux défis qu'elle a surmontés avec résilience, motivation et détermination. Et je suis ravie et honorée aujourd'hui de l'accueillir pour mettre en lumière que nous pouvons toutes créer nos propres solutions aux défis rencontrés sur notre chemin. Bonjour Aude. Bonjour, merci de m'accueillir sur ton podcast. Merci à toi d'avoir accepté. C'est très sympathique et je suis ravie de pouvoir un petit peu raconter mon histoire. Alors moi je suis d'autant plus ravie qu'on avait déjà fait une interview sur un autre média il y a de ça, je crois que ça doit faire 2 ou 3 ans, et que j'avais adoré ton anecdote en fait bancaire avec ta petite fille. Peut-être que tu auras l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Oui. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Donc je suis Aude de Habreux, j'ai 43 ans, bientôt 44, et je suis donc, comme tu l'as dit, la cofondatrice du site Maman Naturelle depuis 17 ans, et je propose sur ce site, des produits à destination des futures mamans, bébés et des familles. Et des produits naturels et de bonne qualité. Et des produits naturels de bonne qualité, effectivement, des produits qu'on ne trouve pas forcément ailleurs dans les magasins de puériculture classiques, on va dire. Voilà. Alors, depuis quand tu es maman, même si moi je le sais, et combien d'enfants as-tu? Alors, je suis maman depuis 2005 et j'ai 3 enfants, donc de maintenant 18 ans, 15 ans et 11 ans. Bon, maintenant des grands, mais c'était pas le cas justement lorsque tu t'es lancée. Je me suis lancée quelques mois après la naissance de ma première petite fille. Alors, avant qu'on rentre justement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter comment on s'est rencontrés? Alors effectivement, tu m'as contacté pour participer au congrès de la réinvention professionnelle, un congrès digital en fait. Tu m'as invité à raconter un petit peu mon histoire, comment j'avais créé aussi mon entreprise et puis comment je vivais l'entrepreneuriat. Exactement, et c'est vrai que ça a bien matché, donc on a gardé contact grâce justement aux réseaux sociaux. Oui, on se suit mutuellement sur LinkedIn. Je suis attentive à ce que tu fais. Je vois que tu l'es aussi, donc ça a bien matché aussi entre nous. Oui. Exactement. Alors, si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Alors, je vais me permettre d'en citer 3.
si tu me l'accordes. Avec plaisir. Ça fait aussi partie de ma personnalité où j'ai souvent beaucoup de mal à choisir. Et je me suis permise d'en citer 3, mais tu vas comprendre. La première, un peu peut-être conventionnelle, c'est Simone Veil. Je suis absolument fan, on va dire, c'est même pas le mot fan, mais si j'avais pu me réincarner dans une femme, ce serait elle. Pourtant, elle a vécu le pire comme le meilleur. C'est clair. Mais elle est impressionnante justement de résilience et ses combats, ses engagements, que ce soit pour les femmes, mais aussi pour la dignité humaine, les prisonniers, sa force face à l'ennemi parfois masculin qu'elle a eu en face d'elle. Sa force m'inspire. Voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Plus léger, je suis très aussi impressionnée par Beyoncé, j'avais envie de dire. D'accord. Parce que ça fait aussi partie des modèles inspirants, je trouve, aussi pour les combats qu'elle mène, l'entreprise qu'elle mène. Donc elle est sa propre, elle est aussi à la tête d'un empire et elle défend des minorités, que ce soit les femmes ou les autres minorités, les personnes de couleur. Donc elle m'inspire beaucoup. Je trouve qu'elle dégage une force, qui me donne envie aussi d'être forte. Et plus proche de nous, la dernière que j'avais envie de citer, je ne sais pas si tu la connais, c'est Clarisse Agbenienou, qui est la championne la plus titrée, la judokate la plus titrée de France. Elle est 6 fois championne du monde, elle est championne olympique et elle va représenter la France au JO de Paris. Et en fait, elle est inspirante parce que elle a aussi mené de front sa vie pro et perso. Elle a eu un bébé il y a un petit peu plus d'1 an et demi. Elle a continué le sport, elle a bousculé les idées reçues sur justement une femme enceinte et sportive et elle mène des combats pour que les femmes soient reconnues autant que les hommes dans le domaine sportif. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup aussi. Bon, effectivement, non, je la connaissais pas, mais pour cette année sportive, puisque on va bientôt être au JO, c'est effectivement peut-être un modèle pour lequel il faut se renseigner et puis peut-être regarder un petit peu son parcours. Oui, j'ai le plaisir de l'interviewer pour un petit magazine qu'on glisse dans les colis de Maman Naturelle. Et vraiment, son parcours est très inspirant, donc je t'invite aussi à lire cette interview sur notre blog, par exemple, si tu as l'occasion. Avec grand plaisir. Bon, alors, plongeons maintenant dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous partager le lancement de ton entreprise en quelques mots? À quel moment tu as réalisé que la solution au problème de ta fille pourrait également être une opportunité entrepreneuriale? Alors oui, on est fin 2005, j'accouche donc de mon premier bébé et dès ses premiers jours, elle est atteinte clairement d'une dermatite atopique sévère, vraiment dès la maternité. Donc pendant plusieurs mois, on cherche des solutions pour la soulager, sachant que les couches jetables qu'elle portait à l'époque, aggravaient son problème. D'accord. Dans le même temps, j'étais au chômage. J'avais quitté mon emploi précédent. J'étais administratrice d'une compagnie de théâtre, très très loin de ce que je fais aujourd'hui, et je me consacrais à ce premier petit bébé en cherchant des solutions pour elle. On a découvert les couches lavables par une amie qui m'en a envoyé et je me suis dit ça c'est génial, ça fonctionne sur elle, ça nous a aidé, ça l'a aidé, elle avait beaucoup moins d'érythème fessier et je me suis dit c'est super, je vais acheter plus de couches lavables et là pas de couches lavables en France, impossible à trouver, quasi impossible à trouver, on était obligé de les faire venir des États-Unis ou de Belgique, c'était très compliqué. À ce moment-là, moi j'avais donc du temps puisque j'étais à la maison et j'avais quand même cette soif d'entreprendre, un peu cachée au fond de moi. Je cherchais une idée un petit peu pour me lancer à mon compte, mais j'avais pas vraiment d'idée. Et quand ce problème-là est apparu dans ma vie personnelle, je me suis dit, les étoiles s'alignent. Il faut absolument que je trouve le moyen d'importer ces couches lavables en France et de les faire découvrir au plus grand nombre parce que j'étais convaincue et en même temps, ça me permettait de me lancer à mon compte. Alors oui, moi je me souviens effectivement 2005, donc toi ta fille a accouché 2005, moi mon premier il est de 2006. À l'époque, je n'avais aucune idée que je pouvais acheter autre chose que grosso modo des couches Pampers, pour la faire un peu courte. Ah oui. Mais on était toutes dans le même cas. Ah oui, c'est clair. Et donc effectivement, après pour les autres, c'est arrivé petit à petit. Mais oui, effectivement, 2006, pourtant c'est pas si loin que ça. On a l'impression qu'on est un peu à la préhistoire.
Complètement. Ça ne concerne pas que les couches lavables. Tous ces produits de maternage qu'on connaît maintenant, le portage des bébés, les chaussons souples, tout ça, ça n'existait pas. Enfin, c'était très innovant. Finalement, personne n'y croyait d'ailleurs sur ces sujets-là. Voilà, on était très peu à les utiliser, mais moi, j'avais senti il y avait quand même un gros potentiel là-dessus. Ouais, c'est clair. Bon, alors, tu t'es lancé. Quels sont les principaux défis que tu as rencontrés au moment de ton lancement ? Moi, j'en connais quelques-uns, mais je te relancerai si justement tu ne les dis pas, parce que je trouve qu'il y a vraiment encore un esprit très patriarcal, même lorsqu'on lance son activité. Et puis ensuite, les premières années, peut-être aussi, quels ont été tes défis, tes problèmes, et comment tu as réussi finalement à tous les dépasser et à continuer cette aventure entrepreneuriale, puisque maintenant, tu es quand même à plus de 17 ans d'activité. Oui, pour moi, au départ, la plus grosse difficulté, ça a été mon manque de crédibilité pour convaincre autour de moi, déjà, mon entourage, parce que c'est important quand même d'être soutenu, convaincre ma famille, mes parents, même mon propre mari. Puis, il a fallu ensuite aller convaincre les fournisseurs et puis les banques. Les gens, j'avais un petit peu quand même besoin d'argent pour me lancer. Et je cumulais plusieurs critères handicapants, si on peut dire ça. Déjà, le premier, j'étais une femme. J'étais très jeune. J'avais 25 ans. 26 ans. Et en plus, je voulais développer des produits totalement inconnus, des produits de niche. Donc voilà, c'était compliqué déjà là-dessus. Et j'avais pas du tout de moyens. Faut dire vraiment, je suis partie avec 0 € en poche. Donc tout ça, c'était déjà des gros obstacles. Et on rajoutait que je me lançais sur Internet. Et Internet aussi en était à ses balbutiements. C'est vrai. Donc voilà. C'est vrai. Et en plus, tu étais maman, tu étais jeune maman. Et de mémoire, tu as fait plusieurs entretiens, plusieurs rendez-vous avec ta petite puce. Donc, ça te décrédibilisait aussi. Oui, en fait, j'arrivais la plupart du temps dans les rendez-vous avec les banquiers, les associations pour m'aider pour la constitution des statuts, etc. Et j'arrivais avec mon bébé parce que j'avais pas d'autre choix, j'avais pas de soutien familial autour de moi et puis j'avais envie aussi de la garder avec moi. Je l'allaitais, donc voilà, j'avais envie qu'elle reste avec moi. Et quand j'arrivais dans les banques face à des jeunes cadres dynamiques, ou moins jeunes d'ailleurs, déjà, c'était pas du tout conventionnel d'arriver avec son enfant dans ces rendez-vous-là. Souvent, on me demandait et donc, où est votre mari ? Une fois que j'avais présenté le projet, il fallait que j'ai un papa ou un mari pour cautionner en fait mon projet. C'était un vrai frein d'être une femme et d'être une jeune maman. Vraiment, au départ, ça a été très compliqué. Ouais, et c'est devenu, je crois, ton leitmotiv, justement, de te dire, je vais aller à tous mes rendez-vous avec ma fille. Un petit peu, voilà. Je me suis dit, moi, je vais inventer ça. Ça n'existe pas. On me le reproche. C'est pas grave. Je vais le faire quand même. Je suis restée droit dans mes bottes. J'ai pas tellement laissé le choix à mes interlocuteurs. Je ne les prévenais pas que j'arrivais avec mon enfant. Je savais que j'allais gérer. Et donc, je me suis, comme je dis, imposée avec le sourire, mais fermement. Puis moi, de mon côté, je me laissais pas non plus le choix. Je savais que j'étais motivée par ce projet et que j'avais pas d'autre choix d'y aller de cette manière-là parce que c'était aussi, ça collait à ce que je voulais à ce moment-là. Je voulais être avec mon enfant. Et je voulais créer mon entreprise. J'y allais un peu comme on dit au bas goût, quoi. Voilà. C'est ça. Tu t'es dit, je sais que c'est la bonne intuition et on me fera pas changer d'avis. Et je le fais comme j'ai décidé de le faire. Exactement, comme je voulais, sans quelque chose, je reviendrai peut-être dessus après, mais je n'y suis pas allée comme on peut voir maintenant avec très très grandes ambitions, comme on voit sur les jeunes créateurs d'entreprises qui tout de suite ils voient très très loin. Moi, j'y allais vraiment étape par étape, petit bout par petit bout. Je visais pas la lune, simplement je voulais démarrer mon activité, puis ensuite la développer step by step. Voilà. Alors, tout au long de ces 17 années d'aventure entrepreneuriale, tu as connu forcément, comme tout entrepreneur d'ailleurs, des hauts, des bas. Et puis d'ailleurs, je vous conseille d'aller écouter, pour celles et ceux qui ne l'ont pas déjà fait, l'interview que j'ai réalisée il y a quelques temps avec Alice et Lisa, qui a été publiée il y a quelques semaines, dans lequel Alice insiste sur le fait que l'entrepreneuriat, c'est finalement une psychanalyse qui ne s'arrête jamais. Oui, j'ai écouté le podcast en question et il est très très intéressant. Je me suis reconnue dans plein de choses qui ont été évoquées dans le podcast. Donc oui. C'est vrai, et en plus, elles ont sorti en fait un film sur l'entrepreneuriat et sur les émotions des entrepreneurs. Et on s'y retrouve énormément avec les joies, les peurs, les réussites, les échecs, les doutes, etc. C'est très fidèle finalement à ce que chaque entrepreneur vit au quotidien.
Tu dis souvent que dans la plupart des situations qui te sont tombées dessus, tu n'étais pas prête. Et ça, souvent, j'entends dire « Ah, mais je le ferai quand je serai prête, etc. » Et finalement, on n'est jamais vraiment prêt, ne serait-ce que pour la maternité, on s'attend pas à autant de bouleversements lorsqu'on devient maman. Comment toi, tu as réussi à trouver, et comment tu continues d'ailleurs de trouver cette motivation au quotidien lorsque tu as des choses qui te tombent dessus pour ne pas arrêter ce projet entrepreneurial malgré tout en te disant « Fou, là j'en ai marre, allez, ça suffit, j'arrête tout ». Oui, alors c'est pas évident. Déjà, quoi que je puisse répondre à la fin de cette question, ça reste toujours très compliqué. On reste, comme tu le disais dans le podcast avec Alice et Elisa, ça reste quelque chose de difficile émotionnellement d'être à la tête de son entreprise, et on connaît énormément de hauts et de bas. Et c'est vrai que j'avais évoqué sur un post LinkedIn justement certaines choses qui m'arrivaient et je me sentais pas prête quand ça m'arrivait. Ça arrive très souvent d'ailleurs. Comme je disais, moi je fonctionne par petits bouts, petites étapes, et parfois je suis même dépassée finalement par un succès ou par une difficulté. Et c'est vrai que il y a plusieurs choses que j'ai mis en place pour essayer de me sortir des situations difficiles. Je crois qu'aussi c'est un peu inhérent à ma personnalité. Je suis quelqu'un de plutôt optimiste et assez enjoué pour tout ce qui est nouveau. Par contre, j'ai dû développer la persévérance, par exemple, de pas lâcher. Voilà, c'est quelque chose que peut-être j'avais ça naturellement, mais l'entreprise m'a poussé un peu dans mes retranchements là-dessus. Et voilà, quand les difficultés sont arrivées, elles arrivent tout le temps. Voilà, c'est finalement une succession de difficultés et de résolution de problèmes. La vie d'une entrepreneuse, c'est une succession de petits problèmes, gros problèmes qui apparaissent. Moi, je me suis dit, là, en y réfléchissant un petit peu, j'avais un peu 4 piliers pour m'aider à faire face. Déjà, la première chose, c'est qu'on peut pas tout régler seul. C'est clair. Ça, je l'ai appris. J'ai la chance d'avoir monté cette entreprise avec mon mari qui m'a rejoint au bout de quelques années officiellement dans l'entreprise. Et ce duo m'aide beaucoup. Donc on peut trouver la force et du soutien dans un duo comme le nôtre, en couple, ou auprès de collaborateurs, auprès de coachs, enfin voilà. Mais il faut pas rester seul avec le problème, même si voilà, nous dans nos discussions avec mon mari, on n'est pas toujours d'accord. On a même souvent des visions très opposées. Mais au final, l'échange, en fait, la discussion, ça amène toujours à une solution. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, on peut pas régler les choses d'un coup. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris à accepter. C'est de prendre les problèmes quand ils arrivent un par un, de faire face, de ne pas se voiler la face, de lister, pourquoi pas, les petites étapes de résolution qui vont nous mener à la grande résolution. Tout comme quand on se fixe des objectifs de réussite, c'est une réussite en soi de régler un problème. Et puis, alors quelque chose sur lequel je voudrais insister pour peut-être les personnes qui nous écoutent et qui ont déjà créé leur entreprise ou qui veulent le faire, c'est de s'appuyer sur les fondations de son entreprise, les bases, les valeurs fortes. C'est quelque chose un travail que j'ai effectué moi, pas au début de l'entreprise, mais à un moment donné, j'ai eu par exemple des difficultés dans la gestion des ressources humaines de mon entreprise et j'ai dû me faire accompagner pour gérer ces ressources humaines, apprendre ce métier que je ne connaissais pas. Et quand je me suis fait accompagner, la chose qui est ressortie le plus, c'est de définir les valeurs profondes de mon entreprise, les miennes aussi, du coup. Et ça, c'est quelque chose que je conseille de faire à tout le monde. Quand on veut gérer une entreprise et la mener longtemps sur la voie de la réussite, c'est de définir nos valeurs parce que on va pouvoir s'y appuyer à chaque étape, que ce soit dans les moments difficiles comme dans les moments plus faciles. Nous, on a défini 3 valeurs fortes pour notre entreprise et à chaque fois que j'ai une question, je reviens à ces valeurs. Par exemple, l'une des valeurs fortes de l'entreprise Maman Naturelle, c'est la confiance. Confiance en nos clients, confiance en nos fournisseurs, confiance en nos collaborateurs, nos employés. Et à chaque fois qu'on a un souci, on revient à cette base-là. On se dit, mais qu'est-ce qui peut nous aider? C'est d'avoir confiance. Comment résoudre ce problème? De donner la confiance ou de transmettre la confiance. Voilà, ce mot, il est très important pour nous. Et enfin, j'avais rajouté de me rappeler, c'est hyper important, c'est de me rappeler pourquoi je fais ce métier-là. Pourquoi j'en suis là? Parce que parfois, on a tendance à l'oublier. On résout des problèmes toute la journée et on ne sait plus pourquoi. C'est ça. On est dans le day-to-day et on se dit, oh là, j'en ai marre. Mais effectivement, revenir. Alors, certains vont l'appeler la mission de vie, d'autres, vont l'appeler le pourquoi, etc. Mais de se dire, OK, qu'est-ce qui m'a amené à prendre cette décision?
pourquoi j'ai pris cette décision et revenir à des fondamentaux. Je pense que effectivement, c'est essentiel pour pas se perdre. Exactement. Et le pourquoi peut évoluer au fil du temps. Moi, honnêtement, en 17 ans, ça a évolué puisque au départ, c'était pour entreprendre. J'avais cette soif d'entreprendre et je voulais en même temps être au plus près de mes enfants. Donc, c'était vraiment les deux principaux sujets. Puis, j'ai découvert aussi plein de produits. Par exemple, voilà, les couches lavables, moi, j'y suis allée pour l'aspect sanitaire, santé, les bénéfices à la santé de mon bébé, mais j'étais vraiment, à 25 ans, j'étais très loin des soucis, des problèmes écologiques. Ah, oui. Et j'y suis venue. Voilà, grâce à ça, j'y suis venue et donc maintenant c'est quelque chose qui m'anime aussi. Donc j'ai fait évoluer mon pourquoi, mais je m'y raccroche régulièrement. Pourquoi je fais ça ? Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, le pourquoi peut évoluer et parfois ça peut nous faire prendre conscience, comme pour l'écologie, de notions qui nous dépassaient ou sur lesquelles on faisait pas attention. Et le fait de travailler et de développer notre entreprise nous montre que y a des points en fait qui n'étaient pas essentiels quand on l'a lancé et qui le deviennent. Exactement. Et c'est pour ça, voilà, ça reste des bases en fait, les valeurs qu'on a intrinsèquement, les valeurs qu'on a dans notre entreprise et les raisons qui nous ont poussé à entreprendre et qui évoluent au fil du temps. Ça, c'est des points pour résoudre les problèmes. Ça reste très très important. Je suis tout à fait d'accord. Alors, cette aventure, c'est maintenant une aventure familiale, tu l'as dit. Ton mari t'a rejoint il y a quelques années. Tes enfants ont grandi aussi et on en avait parlé en off, mais parfois ce sont tes propres coachs pour te remotiver. Exactement. Comment tu gères au quotidien à la fois ta vie familiale et puis ce bébé, on va dire cet adolescent entrepreneurial ? Alors, pareil, ça c'est pas simple du tout. J'avais pas du tout anticipé finalement conciliation obligatoire de la vie professionnelle et personnelle. Au quotidien, je suis pas forcément quelqu'un qui cloisonne beaucoup. Donc, je sais que on peut aussi, il est commun de dire qu'il faut cloisonner, on rentre chez toi, on oublie le travail, tout ça. Moi, j'y arrive pas. Donc, bon, je m'y suis fait. Ça se passe plutôt bien, finalement, et que ce soit positif en cas de succès ou en cas de crise, finalement, personnellement, moi, ça se mélange beaucoup. Mais ça va. En fait, on vit très bien avec ça. Nos enfants ont participé à des tas de réunions improvisées à table. Et quand ils en ont assez, ils le disent, quoi. Donc voilà, on a fait, c'est un quatrième bébé, clairement. Notre entreprise, c'est notre quatrième bébé. Il a vécu avec nous, il grandit avec nous. Nos enfants, au début, ne s'y intéressaient pas du tout, c'est normal. Et puis maintenant, ils participent, ils nous conseillent aussi. C'est ce que je te disais. Ma fille de 18 ans, maintenant, elle arrive à nous donner des conseils. Donc je trouve ça génial de pouvoir discuter de ça avec eux. Après, au quotidien, c'est vrai que comme on travaille en couple, ça vient aussi un petit peu se catapulter dans notre vie de couple. Nous, on essaye de toujours respecter l'autre, chacun son domaine de compétences. On a chacun notre expertise, donc on s'écoute, on se respecte et finalement, même si on travaille dans la même entreprise, chacun gère un petit peu sa partie et ça fonctionne bien comme ça. Alors, je suis un peu comme toi, puisque moi aussi, je travaille avec mon mari. Je suis aussi comme toi, parce que j'ai du mal à cloisonner. Pour moi, on est une seule et même personne. Donc, forcément, quand le pro va bien, ça impacte positivement sur la vie familiale. Bien sûr. Quand la vie familiale va bien, ça impacte aussi sur le pro. Et vice-versa, malheureusement, quand il y a un souci, un problème, etc., ça impacte d'un côté ou de l'autre. Donc, je suis un peu comme toi, j'ai du mal à cloisonner. Mais c'est vrai que, du coup, les enfants vivent l'entreprise quelque part au quotidien. Parce que moi, j'ai ma fille de 8 ans qui déjà depuis 2 ou 3 ans me dit « Maman, moi, quand je serai grande, je travaillerai chez la Tribu Digitale. » Je lui dis « Écoute, on verra ma chérie, mais... » Mais c'est vrai que du coup, ils ont une autre perception de la vie professionnelle parce qu'ils nous voient travailler, ils savent ce qu'on fait. Alors que lorsqu'on va en tant que salarié dans une entreprise, même si on leur dit je suis banquier ou je suis responsable RH, c'est complètement flou pour eux parce qu'ils ne savent pas ce que les parents font toute la journée. Ah oui, clairement, ma grande, donc celle par qui tout est arrivé finalement, elle a fait ensuite des études là d'abord la gestion, puis là elle est dans la communication, mais dans la gestion, elle avait quand même un coup d'avance sur les autres, parce qu'elle entendait des termes tout simplement qu'on utilise nous au quotidien, qui l'ont aidé finalement dans ses études. C'est une autre vision du monde. Après, c'est pas, il y a pas de mieux ou de moins bien, mais simplement ils ont les yeux ouverts, peut-être nos enfants, sur d'autres façons de fonctionner que le salariat, effectivement. Tout à fait. Quels seraient tes conseils aujourd'hui auprès des mamans qui se retrouvent face à une problématique
telle que celle que tu as vécue et qui se posent la question de changer ou pas. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ? C'est un conseil facile, j'ai envie de dire, mais pour l'avoir fait, je pense que faut vraiment s'écouter. Faut oublier un petit peu les grands principes qu'on s'impose à soi-même ou qu'on a reçus dans notre éducation. Tous les non, tu n'y arriveras pas, ça se fait pas, c'est pas comme ça qu'on fait. Pas tellement écouter ça, faut vraiment écouter ce qu'on a nous envie de faire, le faire, quitte à même en faire un peu trop, comme moi. C'est-à-dire que j'y allais vraiment, j'exagérais finalement. J'étais pas tellement obligée de venir avec ma fille. Plein de fois, j'aurais peut-être pu trouver des solutions, mais c'est devenu ma force quelque part. Donc, que ce soit pour allaiter, par exemple, moi j'allaitais dans les rendez-vous professionnels. Je me rappelle avec un expert comptable qui n'était pas mon comptable habituel. Mon comptable avait l'habitude que je sois avec mes bébés, que j'allaite, on se posait même plus la question. Il avait changé de cabinet comptable, il y avait un supérieur. On commence le rendez-vous, mon bébé se met à pleurer, je le mets au sein. Et là, je vois l'expert comptable se décomposer devant moi, se presser pour me proposer d'aller dans une pièce à part. Et en fait, non, enfin, après, si lui, ça le dérangeait pas la vision d'une femme qui allait, je faisais un peu exprès en plus. C'était un peu mon combat. Et du coup, voilà, faut y aller, quoi. Faut y aller avec qui on est, il faut oser. C'est vraiment agir, oser. Ça paiera toujours plutôt que de se poser 1000 questions qui vont nous bloquer et qui vont nous empêcher d'avancer, en fait. Et face aux difficultés, faut pas trop se lamenter. Moi, je suis pas du genre à me lamenter. Je peux avoir des coups de stress, des coups d'angoisse, mais ça dure jamais très longtemps. On relève les manches et on y va, quoi. Je suis tout à fait d'accord, effectivement, avec toi. Le fait de se lamenter, ça n'apporte jamais rien de bon. Et puis surtout, à être négative, finalement, ça apporte du négatif. On reste dans une routine qui ne nous convient pas. Et puis c'est comme ça qu'ensuite, on peut aller jusqu'à des situations de dépression, de burn-out, etc. Parce que justement, on n'est pas aligné avec nous-mêmes. Exactement. Il faut croire en soi. Pas viser trop. C'est vraiment quelque chose qui, je pense, est assez problématique. Je pense que ça peut être très déceptif, en fait. On peut tellement voir des modèles qui réussissent soi-disant très vite, etc., qu'on peut se dire, mais moi, je suis nulle, j'y arrive pas, je peux pas aller aussi vite, aussi loin. Mais finalement, tout se construit à pas de fourmis. Donc, là-dessus, il faut se faire confiance, y aller et puis regarder les résultats petit à petit. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que le nombre de pubs où on voit dans 3 mois, vous allez gagner 10 000, 15 000, 100 000 euros, etc. Grosso modo, à rien faire, à prendre un cocktail sur la plage, les pieds dans l'eau. C'est très angoissant pour les personnes qui n'y arrivent pas et on n'arrive pas à gagner 10 000 euros en 3 mois. Enfin... Ou alors, moi, je veux bien qu'on me présente quelqu'un, mais je pense que je vais attendre longtemps là dans le studio de radio pour qu'on me ramène une personne qui a en 3 mois gagné 10 000 euros. Mais c'est vrai que du coup, on a aussi cette vision de personnes qui vont dire « Ouais, grâce à moi, tu vas gagner très facilement sans rien faire, etc. » Et en fait, moi, l'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple des sportifs ou des chanteurs ou des acteurs. Ils y arrivent pas en claquant des doigts. On voit là, cette année, c'est l'année des JO, donc parlons sport, mais on voit que les sportifs, ils se sont entraînés depuis tout petit. Ils ont sacrifié quelque part un peu leur enfance pour pouvoir faire énormément de sport, s'améliorer, toujours chercher en fait à s'améliorer pour arriver au niveau où ils en sont. Mais ils se sont pas réveillés un matin en se disant « Allez, demain, je participe au JO, c'est parti !» Et ça, on l'oublie en fait souvent parce que on voit aussi quelque part des vendeurs de rêves qui vont nous dire en claquant des doigts, demain, t'es milliardaire. Oui, et puis c'est pas forcément le rêve de tout le monde d'être milliardaire. Voilà, nous c'est aussi quelque chose sur lequel on discute beaucoup dans notre entreprise avec nos employés, etc. Nous, notre rêve ultime, c'est le bien-être, notre bien-être, le bien-être de notre famille et le bien-être de nos collaborateurs. Du moment où on a ça, même du bien-être de nos fournisseurs, de tous les gens avec qui on collabore, du moment où on a ce bien-être-là et que tout le monde est à sa place et heureux d'y être, finalement, l'objectif d'être milliardaire, c'est secondaire, honnêtement. Oui, je te comprends tout à fait. C'est vrai. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour un peu tous tes conseils, le partage que tu nous as apporté aujourd'hui. Pour finir, est-ce que tu peux nous partager peut-être ta plus grande réussite ou un moment particulier en lien avec la discussion d'aujourd'hui ? Oui, j'ai pas forcément une réussite sur un point culminant, mais c'est quelque chose qui me frappe souvent et qui revient souvent vers moi. C'est vrai que, comme toujours en fait, il y a tout se mélange, la vie pro, la vie perso, et là c'est pareil. Ma plus grande réussite, c'est aller sur ces deux tableaux-là, mais elle rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à mes valeurs. J'ai été frappée à plusieurs reprises par mes collaborateurs, mes employés, à qui on a su insuffler nos valeurs. C'est-à-dire que
souvent, et donc c'est pareil pour mes enfants, on est frappé par le fait qu'ils prennent le relais sur nos valeurs avec tant d'aisance, sur la façon dont nos clients sont traités par la personne qui s'occupe du service client. Les choix qu'on fait au service client, c'est les choix que j'aurais fait moi. Les réponses, la façon de promouvoir nos produits quand les fiches sont créées sur le site, le soin qu'on y met, c'est tout ce que je voulais transmettre dans mon entreprise. Et ma plus grande réussite, c'est de voir que mes employés le font mieux que moi, de la même manière que mes enfants, quand ils me conseillent quelque chose, ou quand ils participent aussi à la vie de l'entreprise et quand ils grandissent tout simplement, ils ont su attraper ces valeurs au vol, les faire, les rendre, les adapter à eux. Et ça, c'est souvent ce qui me frappe. Et chaque fois, je me dis, mais c'est ça ma plus belle réussite. C'est ça, c'est dans les difficultés, même quand c'est eux qui me relèvent, quand c'est mon équipe qui vient me voir et qui me rappelle mes propres valeurs. Je trouve ça génial, en fait. C'est top. Effectivement, c'est extraordinaire quand les personnes qui nous entourent, alors que ce soit nos proches, là tu parles des enfants, ou que ce soit nos collaborateurs, nos prestataires, ont vraiment intégré les valeurs de l'entreprise et finalement peuvent prendre le relais quelque part, même un petit peu sans nous. Ça, c'est vraiment magnifique. Ouais, donc c'est ça. C'est après des réussites, il y en a d'autres, mais celle-ci, elle est un peu sourde comme ça. Cette réussite, c'est pas un grand éclat, un prix ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui est, ça a infusé dans l'entreprise, ça infuse dans nos enfants, et c'est tout ce qu'on veut, que tout le monde s'élève, donc c'est ça. Ouais, c'est génial. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé ce dernier moment ensemble. C'est maintenant la fin de notre épisode. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cet épisode passionnant. Donc, on a pu plonger avec Aude à la recherche d'une solution à un problème personnel pour finalement être le point de départ d'une incroyable aventure entrepreneuriale, qui plus est familiale. Alors, j'ai retenu, moi, de ces échanges, avant tout, la puissance de la motivation, de la résilience et de la créativité aussi face à l'adversité. Chaque obstacle peut être transformé en une opportunité, et vous aussi, vous pouvez transformer ces obstacles que vous rencontrez sur votre chemin en opportunités pour, pourquoi pas, en créer une entreprise ou trouver une solution autre, et s'il s'agit d'une entreprise, qu'elle devienne florissante. J'espère que vous avez trouvé autant d'inspiration que moi dans cette discussion. Et rappelez-vous que chaque parcours est unique, que vous pouvez sortir des cases pour trouver votre propre voie tant que cette dernière vous convient, mais que la persévérance et la passion seront toujours la clé de votre succès. En attendant notre prochain épisode, d'ici mercredi prochain, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci également pour vos retours qui sont de plus en plus nombreux et qui nous donnent la motivation de continuer. N'hésitez pas à partager cet épisode auprès d'un de vos contacts, à nous laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme préférée. Et d'ici là, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode tout aussi passionnant avec une invitée tout aussi passionnante. À très vite!